Ça a été une révélation. Ça a bouleversé ma vie. Michel était plutôt grand et bel homme. Moi, tu vois, petite, avec ma frange, un look un peu spécial. On était franchement Tintin et Milou au pays des riches. Un couple, c'était pas bien vu parce qu'on se disait soit c'est la bonne femme qui fera tout, soit c'est le bonhomme qui fera tout. Et nous, ça n'a pas du tout été le cas. C'était une véritable équipe de solidarité. C'était fort, tu vois, rien que d'y penser, j'ai envie d'en pleurer Vraiment, c'était... Et après, ça a donné le président des riches. Et là, ça a fait boum. Bonjour et bienvenue dans Le Fauteuil. Cette émission, on prend le temps de revenir sur le parcours et d'échanger avec une personnalité. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monique Pinson-Charlot, qui est sociologue, mais qu'on ne présente plus, tant tous les travaux ont marqué la gauche depuis des dizaines d'années. Bonjour Monique. Bonjour. Comment tu vas là, d'être dans le fauteuil aujourd'hui ? Ah ben là, je suis très bien. Très bien. Je suis confortablement installée. On m'a rajouté un petit coussin parce que je suis petite et que j'ai mal au dos. Voilà, mais tout va bien. Eh bien, super, on va être parti. Je vais un peu citer quelques-unes de tes œuvres. Sociologie de la bourgeoisie, Grande fortune, Le président des riches, La violence des riches, Notre vie chez les riches, C'est quoi les riches ? Est-ce que t'es pas un peu obsédée là par les riches ? Avec le choix que tu as fait, évidemment, c'est ce qui s'impose. Mais en réalité, on a publié beaucoup de livres. Et en tout cas, ce qu'on peut remarquer dans notre parcours, c'est qu'au départ, non, on n'a jamais employé le terme de riche. C'était plutôt les dynasties familiales fortunées de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. C'était les châteaux et les châtelains. C'était la chasse à courre, des titres comme ça. Et puis, c'est seulement à partir de l'arrivée de Nicolas Sarkozy en 2007 que nous avons franchi un cap, comme le système capitaliste d'ailleurs, et qu'on a employé le terme de riche pour vraiment que les choses soient claires, nettes et précises. Enfin, je dis vous parce que tu as travaillé aussi avec ton mari Michel. Vous aviez une approche très critique du système bourgeois, de la richesse, etc. Et pourtant, les retours des personnes concernées sont globalement positifs. Moi, je sais, on a travaillé aux médias sur la chasse à courre et à chaque fois, on me disait « Ah, les travaux de Monique, ils sont super sur la chasse à courre ». Il y a aussi des bourgeois et des riches qui reviennent vous voir en disant « Ah non, les travaux sont super ». Donc, comment vous avez géré le fait d'avoir une approche très critique, mais que ces riches-là, ces personnes concernées, soient en mode « Bon, bah, ces travaux sont super ». Alors donc, je préciserai que nous n'avons intégré le champ politique et le champ économique qu'à partir de notre retraite en 2007. Donc, on ne touchait pas aux choses qui relèvent du politique ou qui relèvent de l'économique. Au fond, tous nos premiers travaux ont porté sur leur mode de vie, sur comment c'était possible que l'on découvre tout en haut de la société une forme de communisme, de luxe et de pouvoir que nous n'avions eu de cesse de chercher dans la classe ouvrière, le communisme. Du coup, nous nous sommes intéressés à des sujets de façon avec une approche ethnologique et anthropologique, c'est-à-dire que nous avons partagé vraiment la vie, notre vie, avec leur vie, de 1986 jusqu'à 2010. Et 2010, tout s'est arrêté. On a publié Le président des riches sous Nicolas Sarkozy. Et là, toutes les portes se sont refermées. Mais auparavant, ça fonctionnait très bien. On était toujours très bien reçus. On était respectueux, sans être... on avait notre quant à nous. On avait mais on s'habillait de façon à ne pas choquer. Enfin, être respectueux comme on le faisait avec les catégories populaires. Et puis, ils ont trouvé que notre couple était sympathique, qu'à nous deux, on était déjà une petite famille. Et donc, c'est ça la clé de la réussite, parce que eux, toute leur dynastie familiale sont fondées sur la prédation à partir des titres de propriété qu'ils héritent. Puisque le capitalisme permet, à partir de ces titres de propriété, d'exploiter et de dominer toutes les formes du vivant, que ce soit les humains et les non-humains. Et voilà, et du coup, cette transmission de génération en génération, de quartier de bourgeoisie en quartier de noblesse au fil des siècles, ils ont trouvé que notre décryptage qui articulait le marxisme et la théorie de la domination de Bourdieu correspondait exactement, que le miroir qu'on leur renvoyait, c'était exactement ça.
Oui, parce qu'avant de prendre la retraite et vraiment là, de se politiser, en tout cas dans le discours, hein, parce que vous avez toujours été un petit peu politisé, même un peu beaucoup, quand vous étiez, je dis vous encore une fois pour toi et Michel, quand vous étiez au CNRS, quand vous étiez chercheur, comment ça vous est venu l'idée de dire, on va travailler sur la caste la plus haute, on va aller s'immiscer là-bas, parce qu'en fait les travaux sont un peu pionniers, parce qu'on n'avait jamais eu comme ça d'immersion au cœur des ultra-riches ou de la grande bourgeoisie, etc. Donc est-ce qu'il y a eu des obstacles, notamment par rapport à d'où vous veniez en termes d'origine sociale, géographique, puis aussi des obstacles au sein du CNRS en mode, pourquoi ils veulent s'attaquer à ça, pourquoi ils veulent chercher ça, comment ça a été pris? Alors, d'abord, je dirais que c'était, chronologiquement, c'était un espèce de contrat amoureux qu'on avait signé, Michel et moi. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout, on n'avait pas du tout la même trajectoire sociale. Michel était d'origine ouvrière, mais vraiment, enfin moi je dis très pauvre, lui il disait un peu pauvre, mais moi pour moi de mon point de vue c'était très pauvre, donc avec des difficultés terribles. Et puis moi c'était plutôt la bonne petite bourgeoisie de province. Voilà, mon père était procureur de la République et il était vraiment procureur de la République 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on savait que c'était lui qui devait mener la barque. Et donc, je dirais deux névroses de classe inversées, et puis deux boiteux pas de la même jambe. Michel était plutôt grand et bel homme. Moi, tu vois, petite, avec ma frange, un look un peu spécial. Mais tous les deux, on voulait vraiment arriver à comprendre, pour des raisons différentes, on voulait vraiment arriver à comprendre comment c'était possible qu'il y ait de tels fossés qui séparent ces dynasties familiales, de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, des ouvriers des Ardennes. Et puis moi, comment c'était possible qu'un procureur de la République puisse ne pas donner les clés à ses enfants pour comprendre le patriarcat, pour comprendre, donner un sens à la vie des enfants, pour qu'ils aient les clés pour s'épanouir. C'est-à-dire quelles clés, quand tu dis t'attendais quelque chose de ton père par rapport à ça? Non, j'attendais rien, puisque je comprenais rien à rien. Donc, si tu veux, j'ai été une enfant loup. Alors, j'avais de très bonnes notes et j'étais pratiquement toujours première en classe parce que comme mon père racontait à table qu'il avait appris par cœur le droit et comme la vie lui réussissait dans ce domaine du droit, ensuite il a été du coup nommé par le général de Gaulle avocat général à la Cour de sûreté de l'État à Paris. Moi, et que nous, il n'y avait pas d'autres paroles puisque nous, les enfants, on ne parlait pas. On devait mettre les pouces comme ça. Et du coup, j'apprenais par cœur. Mais comme à Mende, il y avait pourtant des salles de cinéma, il n'y avait pas de musée, pas de théâtre, mais on était même privé de cinéma. On n'avait pas l'argent, enfin, on n'allait pas au cinéma. Mes amis y allaient, mais pas nous. Donc voilà, ça a été un contexte très étrange par rapport à la sociologie des héritiers de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron et Jean-Claude Chamboredon. Quand j'ai rempli le questionnaire des héritiers, quand je suis arrivée à Lille avec Robert Castel comme prof, qu'il a vu mes réponses, il a dit « Ah là, il y a quand même un sacré problème ». J'étais vraiment pas du tout en phase avec ce qui était attendu. D'une fille de procureur. Voilà, c'est ça. T'as pas eu l'héritage socioculturel qu'aurait dû avoir dans cette... Voilà, j'avais jamais eu accès à la réflexion. Voilà, j'apprenais par cœur, ça marchait, mais à partir de la classe de philo, ça n'a plus marché du tout. Ah ouais? Pourquoi? Parce que ma première note, ça a été 1, puis ça a été 2. Au bac, je suis arrivée à 9. Comme j'avais de bonnes notes dans les autres matières que je pouvais apprendre par cœur, ça a relevé. J'ai eu le bac philo avec mention assez bien. Mais voilà, la réflexion est là. Alors ça explique beaucoup de choses sur, en tout cas, ma propre trajectoire. C'est qu'avoir accès à la réflexion à l'âge de 17 ans, ça a été une révélation, ça a été un bonheur, ça a été... mais je sais pas, ça a bouleversé ma vie. Ah ouais. Et du coup, tu vois, j'ai 80 ans maintenant et je continue à travailler tous les jours, à écrire. Et tu seras pas déçu par la suite de l'histoire. Justement, cet accès à la réflexion, c'est intéressant parce que tu me trouves une transition toute trouvée là. Tu as beaucoup décortiqué la violence des riches. Moi, il y a une scène qui m'a marquée dans le film « À demain, mon amour » de Basile Carré-Agostini. C'est quand tu es avec des lycéens
qui viennent soit d'un milieu populaire, soit classe moyenne basse, on va dire, qui sont avenue Montaigne, où ils voient des chaussures à 700 €, des manteaux à 1500 €, enfin, où quelqu'un dit mais attends, 700 €, c'est le RSA de mon père, je comprends pas, des choses comme ça. On voit qu'il y a un choc. Et ils se prennent aussi la violence du mépris des gens qui les entourent, qui vivent avenue Montaigne et qui ne connaissent rien d'autre. Et tu leur dis, à ces lycéens, tu dis, la violence que vous ressentez, ça va devenir de la résistance. Là, vous vous confrontez à de la domination de classe. C'est quelque chose qui part du corps. Il faut que jamais vous ne vous soumettiez. Est-ce que c'est une transmission qui est importante, ça Pourquoi tu leur dis ça à ce moment-là? Pourquoi c'est important? C'est très important parce que précisément, ça m'a rappelé cette histoire de mon adolescence. Et comme j'ai dans mon corps et dans ma tête et dans mes yeux et dans mon sourire, enfin dans ma joie de vivre, j'ai la mémoire toujours fraîche de ce moment, de cette résurrection en quelque sorte, de cet épanouissement, de cette émancipation, alors qui n'était pas collectivement partagée, puisque j'étais toute seule dans la classe de philo à avoir vécu comme ça, arrivée de ma Lozère avec en plus un accent dans le Nord qui a fait tout de suite rire toute la classe parce que j'ai dit « présente ». Donc voilà. Et là, ce qu'il y avait de très intéressant pour moi d'être avec Michel et cette classe de SES de Roubaix, c'était de les voir heureux. Ils étaient heureux. On le voit aux images, qui sont contents, même s'ils sont choqués par ce qu'ils ont à vivre, parce que eux, ils le vivent collectivement, avec la super gentillesse de leur professeur de SES. Et c'était pour eux, le fait que ça soit collectivement partagé, là, c'est vraiment important pour que précisément ça s'inscrive véritablement dans leur futur, dans leur avenir. Ça les aura marqués pour la vie. Alors, je me retrouve dans tes paroles parce que c'est vrai que je viens du Poitou-Charentes avec des parents plutôt ouvriers, employés, etc. Et la première fois que je suis arrivée à Paris, ce qui m'avait choquée, c'était les grandes portes. Tu sais, les portes qui font 3 mètres de haut avec des poignées dorées, etc. Et toi, tu as vécu ce changement, cet accès à la réflexion comme quelque chose d'émancipateur, etc. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça peut être aussi très violent de vivre ce moment-là. Il marque à vie, en fait. Ça peut être un moment plein de joie, mais ça peut être aussi un moment qui est violent à vivre dans sa chair, quoi. Bien sûr, mais là, tout était fait, précisément. Tout avait été construit en harmonie avec la professeure de SES. La préparation des élèves à ce qu'ils allaient vivre. Elle était là, elle les accompagnait. Basile Carré-Agostini a suivi toute la promenade sociologique avec sa caméra, qui était une caméra généreuse, une caméra qui était... Il n'intervenait pas, mais enfin, il était là. Et puis, ils viennent nous retrouver. Là, je leur dis, non, on va passer. Là, il y a de la merde par terre, on va rester debout. Et puis, de toute façon, c'est très logique de rester debout. Tout le temps, il faut rester debout, digne, et on va échanger. Vous allez voir, ça va être super, et pour vous, et pour nous deux. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé d'impulser, y compris dans les rencontres, cette idée de l'émancipation collectivement partagée. Est-ce que c'est aussi le sens de tes travaux et de toute la transmission sur laquelle tu travailles, qui est de re-rendre légitimes les gens à l'intérieur d'eux? C'est-à-dire, par exemple, quand nous, on s'était rencontrés pour le reportage sur la chasse à courre, on s'était baladé à côté de la Fondation Louis Vuitton, dans le bois de Boulogne, etc. Et tu me disais, il faut récupérer ces espaces, il ne faut pas s'auto-censurer à aller se balader au bois de Boulogne juste à côté des clubs fermés où on n'aura jamais accès. Il ne faut pas s'empêcher d'aller à côté de la Fondation Louis Vuitton, même si on sent que ce n'est pas notre place. Il faut se récupérer ces espaces-là. Est-ce que c'est... Pourquoi c'est important de se récupérer les espaces des bourgeois comme ça? Surtout, j'espère que tu te souviens que nous sommes rentrés dans un des cercles, le cercle du Bois de Boulogne, dont toute une partie est depuis 2006 accessible au public. Mais donc là, tu as l'air de dire qu'on a franchi des lignes, mais là, on avait le droit. Et le simple fait de faire ça, d'aller dans la partie publique du cercle du Bois de Boulogne, accompagné par moi, vous vous êtes senti, toi étant l'autre collègue qui tournait, Andréi, vous vous êtes senti heureux, c'était visible, vous trouviez cette espèce de sécurité sociale, cette paix sociale, parce qu'il n'y a personne qui n'ose y rentrer. Tu te rappelles, il y a des mouettes, il y a de la biodiversité, c'est un endroit magique, il y a des petits bancs, tu vois, je te disais que quand j'avais de graves problèmes, je venais me poser sur un petit banc parce que là, au moins, je me sens en paix.
Et puis, il n'y a personne qui vient. Ouais, c'est important de se sentir légitime à occuper ces espaces, même si on nous fait comprendre que c'est pas trop pour nous. Plus la violence symbolique est forte, et mieux tu arriveras à la dominer, plus tu pourras vraiment comprendre la logique du fonctionnement de cette classe dominante au sommet des richesses et des pouvoirs, et puis pouvoir la transmettre. C'est ça qui a été important dans notre parcours, c'est que dès le premier livre, nous avons fait ce que nous avions fait chacun de notre côté avec les livres précédents, mais toujours transmettre. Se dire, le statut de chercheur au CNRS est un statut extrêmement privilégié. Nous sommes payés par l'argent des contribuables, et donc nous, tous les deux, nous irons, nous transmettrons, mais nous ne transmettrons pas en tant que conférencier, en tant que chercheur, nous transmettrons dans la perspective précisément d'une forme de psychothérapie institutionnelle, dans une perspective de partage, d'émancipation collectivement partagée. Justement, du coup, vous avez passé votre vie à côté des riches, même avec les riches. Qu'est-ce que ça vous a procuré comme émotion chacun, parce que vous n'avez pas le même parcours, pas les mêmes origines sociales, Michel et toi. Qu'est-ce que vous en disiez en rentrant le soir? Est-ce qu'il y avait soit de la violence, soit une déconnexion? Enfin, comment vous vous retrouviez un peu mentalement là-dedans? Ah ben écoute, ça va te surprendre, mais on était franchement Tintin et Milou au pays des riches. C'est-à-dire qu'on avait cette mission dans la tête de faire ce travail pour le restituer. Et du coup, on était... Ça s'est toujours bien passé dans nos têtes et dans nos cœurs, d'une part parce qu'on était le plus souvent tous les deux. De temps en temps, on faisait des entretiens seuls. C'était tout à fait normal et c'était bien. Mais si tu veux, pour tout ce qui concerne la sociabilité mondaine, aller dans les cercles, aller dans tous les endroits où nous sommes allés, que ce soit en Suisse, en Belgique... on a fait des trucs vraiment des trucs de ouf, des trucs superbes. Eh bien, nous étions profondément heureux. Je te dis, comme deux gosses, quoi. Ouais. Deux gosses qui, tu sais, qui tapent dans les flaques d'eau parce qu'ils sont trop contents. C'était quoi? C'était la passion de la découverte ou... Oui, c'était un soin psychique aussi pour nous. Ouais. C'était un soin qui était... Notre choix était en cohérence, si tu veux, avec ces névroses de classe inversée, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces mal-être qui nous habitaient l'un et l'autre de manière différente. Et comment, je te dis, on avait fait cette espèce de serment que nous, un jour, on mettrait de la chair et du sang sur le squelette de la domination, tu vois. En plus, ça a plutôt fonctionné parce que maintenant, comme je disais, les travaux ont été pionniers, ça a aidé beaucoup de monde. Il y a des gens qui viennent te voir en disant merci pour tout ce que vous avez fait. Oui. Ça m'a déculpabilisé de voir d'où je venais, ça m'a donné aussi de la force. Et puis j'ai l'impression que nous, c'est ce qu'on dit souvent dans nos émissions, on essaye de vulgariser des choses pour dire le savoir est une arme. Est-ce qu'il y a ça aussi? C'est armez-vous de ce qu'on a appris et puis maintenant utilisez-le pour prendre les fourches, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Pour résister, contester un système qui est entièrement basé sur la prédation des différentes formes du vivant. Et donc aujourd'hui, avec la menace sur l'habitabilité par tous et pour tous de la planète, les jeunes aujourd'hui ont quand même des avenirs qui sont largement amputés. Et donc c'est très important. Et d'ailleurs, ce que je remarque, c'est que dans toutes les rencontres que je fais encore aujourd'hui, il y a vraiment, c'est très très mélangé. Là, la dernière que j'ai faite là, à Colmar avant-hier, il y avait une petite fille de 3 ans qui était au premier rang et qui est venue à la fin, elle m'a fait un dessin pendant toute la rencontre, elle est venue me l'apporter pour mon anniversaire précisément. Il y avait un garçon de 11 ans qui est intervenu d'une façon d'une façon absolument intéressante, extraordinaire. Et puis, il y avait à peu près 300 personnes et c'était à peu près équivalent entre des jeunes, des très jeunes et des personnes âgées, voire très âgées. Et tu disais, donc vous avez pris votre retraite et après, donc vous avez commencé à, dans le discours, être plus politisé, etc. Et là, toutes les portes se sont fermées, tu disais? Alors, je suis pas d'accord avec ton terme plus politisé. Oui, que dans le discours, parce que vous avez toujours été très politisé. Non, c'est même pas que dans le discours. C'est que, comme je l'ai dit au début de cet entretien, en 2007,
Qui c'est qui arrive à la présidence de la République ? Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Et donc, qu'est-ce qui se passe dès le premier soir ou le second soir de son élection ? C'est le Fouquet's. Et puis, il y a une journaliste du Monde, Ariane Chemin, qui écrit toujours très bien, qui est toujours aux avant-scènes de ce genre de choses, qui publie la liste ou qui nous l'a envoyée. Enfin, en tout cas, on a eu accès très vite à cette liste des invités. Et puis, alors là, avec Michel, on s'est dit, on avait fait le pot de retraite et tout ça. Ah ben, on dit, ça y est. Alors là, on s'y met. On va intégrer le champ politique et le champ économique. Donc maintenant qu'on n'a plus cette espèce de devoir de réserve, c'était pas vraiment une interdiction. Mais si tu veux, comme on avait eu quand même des difficultés à imposer la recherche sur l'investigation sociologique des puissants, et que ça s'était pas très bien passé, pour plusieurs raisons que je n'ai pas encore développées, qu'il faudra absolument que je développe. Mais en tout cas, là, je me maintiens sur mon 2007. Et puis voilà, alors là, c'est parti. On a intégré donc le champ politique et le champ économique avec le bouclier fiscal, les niches fiscales, tous les cadeaux fiscaux, tout ce qui s'est passé entre Nicolas Sarkozy et Bolloré et tous les autres, tous ses camarades de classe. Et après, ça a donné le président des riches. Et là, ça a fait boum. Parce que ça a été un best-seller. Et là, on est parti avec Michel, on a fait une comment on appelle ça quand tu pars en tournée, une tournée à la Johnny Hallyday pendant 6 mois. Et là, on était... on était trop heureux. On quittait un hôtel, on repartait avec nos valises à roulettes. Et puis, on était toujours bien pris en charge, bien guidés, enfin, entre attachés de presse et les gens qui nous invitaient. Et puis, chaque fois, des centaines et des centaines de personnes, c'était je sais pas comment, je souhaite à plein de gens de vivre ce qu'on a vécu. Et là, c'était bien, parce qu'en plus, c'était partagé. Tu vois, tandis qu'aujourd'hui, maintenant, je suis toujours toute seule, et c'est pas pareil. C'est mieux quand c'est partagé. Alors, oui, je voulais te dire simplement que ça a été difficile de faire ce travail, et ça explique aussi pourquoi nous n'avons pas eu de successeur quand nous sommes partis. Au CNRS ? Oui, pourquoi il n'y a pas eu de suite ? Alors, parce que, si tu veux, le CNRS est en phase avec le système capitaliste, dans la mesure où tout est découpé en disciplines. Et quand tu es sociologue, tu relèves de la commission sociologie qui évalue ton travail chaque année. Mais si tu veux travailler sur la classe sociale dominante, alors là, tu es obligé d'être ethnologue, anthropologue, philosophe, économiste, politologue, sociologue bien sûr, historien, géographe. Je veux dire, tu embrasses forcément toutes les sciences sociales et humaines, tu vois. Et donc, il y avait une forme d'impertinence dès le départ de contester, si tu veux, le système de fonctionnement même du CNRS. Et puis, le fait de travailler en couple, il valorisait beaucoup le travail collectif, mais un couple, c'était pas bien vu parce qu'on se disait soit c'est la bonne femme qui fera tout, soit c'est le bonhomme qui fera tout et l'autre sera... Voilà. Et nous, ça n'a pas du tout été le cas. C'était une véritable équipe de solidarité. Tu disais que tu as rencontré des obstacles au CNRS pour pouvoir travailler sur la classe dominante. Oui. Et puis alors, c'était pas seulement institutionnel, comme je viens de le dire, c'était aussi que il y avait une mauvaise réception de la part de nos collègues chercheurs. Parce que, si tu veux, on montrait une classe sociale finalement très forte, très collectiviste, très communiste d'une certaine façon, très mobilisée dans sa conscience de classe, une classe sociale en soi, une classe sociale pour soi au sens marxiste du terme, et avec le fait qu'ils arrivent à cumuler les différentes formes de capitaux que décrivait si bien Bourdieu, c'est-à-dire le capital économique, l'argent, le capital social, avoir beaucoup de relations au sommet des richesses et des pouvoirs, un bon portefeuille de relations sociales, la richesse culturelle, le monde de la culture, le monde des collectionneurs d'art, des élèves des grandes écoles, etc. Et la dernière forme, là, Bourdieu a bien décortiqué, la richesse symbolique, cette richesse qui s'enchevêtre avec toutes les autres et qui permet le passage de l'exploitation économique à la domination symbolique. C'est-à-dire la domination symbolique, ça veut dire que les dominés reconnaissent aux dominants leur supériorité.
En 2007, vous prenez votre retraite. Nicolas Sarkozy. Alors, du coup, je reviens sur mes propos. Vous ne vous êtes pas politisé dans le discours à ce moment-là, mais c'est peut-être plus le capitalisme qui s'est encore plus exacerbé. Donc, tu es obligé de montrer une forme de résistance encore plus forte. Donc, c'est pas politisé dans le discours, je me reprends. Non, mais je me suis trompée, je l'assume. Là, à ce moment-là, vous auriez pu tous les deux profiter de votre retraite et puis, aller à quelques manifs, mais vous poser. Et là, vous faites un tout droit et vous dites non, on n'arrête pas du tout la lutte, au contraire, on va l'accélérer. Ah ben ta question, elle me gêne, parce que par rapport à ce que j'ai dit au début, tu peux comprendre, mais là je te taquine, tu peux comprendre que ni l'un ni l'autre, nous ne pouvions nous arrêter. Ouais. Parce que d'une part, si tu veux travailler ensemble quand ça se passe bien, et on avait organisé les choses pour que ça se passe bien, parce qu'évidemment, c'était pas non plus une partie de chatouille, je veux dire, de travailler ensemble. Donc, il fallait des moments qui étaient bien construits, où on quittait la maison, où on partait s'installer dans un monastère. On a fait des trucs de ouf, tu vois, où on partait à pied, traverser toute la Belgique à pied pieds nus sur le sable, tu vois, avec des caddies où on mettait nos bagages et le manuscrit. On s'était donné des moyens pour que tout se passe bien. Mais bon, il fallait quand même être un peu fou amoureux pour faire des trucs comme ça aussi, tu vois. Et donc, si tu veux, non. Et là, maintenant que je suis toute seule, moi-même, quand Michel est tombé malade avec la maladie d'Alzheimer, je me suis dit, ma fille était foutue. Et puis non, je me suis dit, tu vois, pour être aidante, le mieux que tu puisses faire, c'est toi, lui ne peut plus travailler, mais toi, tu vas continuer à travailler, puis tu vas continuer à lui donner les textes à relire, et puis à mettre toujours son nom avec l'accord des éditeurs en premier, pour qu'ils se sentent vivre. C'est là qu'on a tourné le film avec Basile. Et pareil, les médecins avaient donné leur feu vert en disant, s'il y a des images qui vont pas, on vous le dira, mais tout s'est très bien passé, tout allait très bien, le réalisateur a été super. Et Michel, jusqu'au bout, m'a accompagné et il relisait, il mettait sa tenue d'ouvrier au travail. Je lui donnais la forme, pas informatisée, mais tirée sur papier. Et puis pendant des heures et des jours, il partait travailler. Tout ça, c'était trop chou, c'était trop mignon. C'était fort, tu vois, rien que d'y penser, j'ai envie d'en pleurer Vraiment, c'était... Et donc, et alors après, du coup, je m'étais mis en capacité, si tu veux, de pouvoir continuer à travailler toute seule. Et ça, pour moi, je mourrais comme ça au travail, parce que ça m'est impossible, compte tenu de mon enfance, compte tenu de ce que je t'ai dit au début de cet entretien. J'éprouve une telle joie de travailler, mais de travailler, il faut bien préciser, il faut bien que je te précise à toi et aux auditeurs, que aussi... l'oligarchie continue à nous servir la soupe absolument tous les jours. Alors, on est nourri quotidiennement. Et puis là, maintenant, avec la montée de l'extrême droite, éventuellement au pouvoir en France, mais l'extrême droite est déjà là, le fascisme est déjà installé, je ne peux pas m'arrêter. T'as dédié ta vie à la lutte, en fait. Oui, c'est ma joie, c'est ma façon d'être. Et je n'ai pas la lutte triste. Je n'ai pas la lutte vindicative. J'essaye justement, comme on a contesté le mécanisme institutionnel de fonctionnement du CNRS, où c'est toujours découpé en tranches de saucisson, alors que la science aspire au contraire à saisir, à mettre en relation, tu vois, les choses les unes avec les autres. Mais c'est une lutte qui est joyeuse, qui n'est pas triste du tout. Jamais je n'ai jamais eu le sentiment de perdre mon temps. Parce qu'en réalité, si tu veux, je le fais aussi pour moi. Nous l'avons fait pour nous soigner de nos blessures. Ouais, la lutte te nourrit, mais tu te nourris aussi de la lutte, quoi. C'est ça. C'est une interdépendance. Oui, c'est un bonheur. Et puis le fait que je puisse parler là aujourd'hui avec toi, que là à Colmar, à la foire bio, voilà, il y avait beaucoup de monde. On a eu des échanges absolument extraordinaires. Bon, c'est des expériences qui n'ont rien à voir, si tu veux, avec une forme de militantisme au carré, quoi. C'est important de le montrer aussi. On le voit dans le film À demain mon amour, mais on le voit partout et on le voit sur le média aussi. C'est important de rappeler que la lutte, il y a des beaux moments de lutte. Il y a des moments de solidarité, de joie, de danse, de chant, etc. Et c'est des moments qui marquent une vie de lutte, ça. Tous ces moments où on se sent plus seul, où il y a des beaux discours. Enfin, je sais pas comment expliquer. La fête de l'UMA, plein de choses comme ça. C'est des beaux moments aussi, la lutte. C'est des choses qui portent. Et on n'en parle pas souvent, je trouve. Oui, pas suffisamment.
Et pour que la lutte marche, pour que le combat pour l'abolition, enfin en tout cas pour le combat pour ouvrir, on va dire, une voie post-capitaliste, pour construire ensemble un nouveau récit, un nouvel imaginaire qui soit tout sauf le livre noir du système capitaliste, tu vois, eh bien, il faut évidemment faire sauter toutes les barrières institutionnelles qui empêchent que la lutte soit aussi dans l'art, dans la joie, dans le partage, dans les bons repas, dans la danse ensemble, dans tout ça. Il n'y a pas de sujet tabou, je veux dire, c'est quelque chose qui est collectif, c'est une émancipation collectivement partagée. Puis il y a beaucoup d'amitié et d'amour aussi dans la lutte, quand on se tient la main en manif ou ce genre de choses. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. C'est moi j'adore, ah oui, c'est super. Puis même toi qui disais, j'adore rencontrer les gens, j'adore faire ce que je fais, c'est vrai que on te voit sur tous tes terrains, t'es hyper bavarde, faut pas être timide quoi, pour être sociologue, quand tu étudies l'humain, les luttes, etc., on te voit absolument partout. T'es pas du tout timide d'aller rencontrer des gens, soit dans les plus hautes castes, soit dans les manifs. Il n'y a aucun souci pour toi d'aller parler comme ça à tout le monde. Oui. C'est un truc qui te passionne? Ah oui, non, c'est parce que je suis heureuse d'avoir eu, à l'âge de 17 ans, accès à la réflexion et à ne pas me vivre comme je me vivais, si tu veux, comme un espèce de mur ambulant. Il y avait pas, mon corps n'existait pas, tout ce qui était autour, j'arrivais vraiment à rien comprendre. Et j'étais très timide, j'étais bourrée d'eczéma. C'est toujours pour ça que j'ai une frange, parce que l'eczéma arrivait à peu près là. Et puis j'ai toujours un col roulé, parce que l'eczéma commençait à être là. Donc voilà. Et c'est des choses que je continue, tu vois, je change rien, voilà, parce que ça me rappelle. C'est bon que j'ai toujours des piqûres de rappel sur ce que j'ai vécu et le bonheur que j'ai vécu avec Michel. Et on était un couple marié et uni, ce qui ne veut pas dire que c'était tout était bien, qu'il y avait pas, chacun avait quand même ses défauts et ses qualités, et on respectait chacun l'autonomie de l'autre. Mais le combat sociologique, notamment le décryptage de la prédation du système capitaliste, de l'exploitation et de la domination, ça a renforcé notre couple, ça a renforcé notre amour et ça a renforcé notre plaisir de vivre et de vivre ensemble. Et on voit aussi que vous êtes allé par exemple dans les manifs de Gilets jaunes, dans des manifs où il y a beaucoup de répression policière, etc. Il faut avoir la tête dure parce que je pense encore au film, mais aussi, il y a aussi d'autres images ou même dans tous les écrits où vous mettez le gilet jaune et vous allez en manif et toi tu cherches Michel en mode attention la police, etc. Au-delà de ces anecdotes-là, comment tu as reçu, toi, quand même la violence symbolique à ce moment-là de voir la police réprimer comme ça des manifestants où tu sais pourquoi ils se battent, tu es dans la lutte depuis des années. Comment tu l'as vécu de voir à travers des fenêtres comme ça des charges policières? Ah oui, donc très très mal. Surtout que les Gilets jaunes ont vraiment payé cher leur engagement. Mais c'était aussi... Sur le plan sociologique, c'était aussi très intéressant. Ça voulait dire que les Gilets jaunes, en allant directement sur les Champs-Élysées, directement dans les beaux quartiers, eh bien, là, ça n'allait plus du tout précisément dans les beaux quartiers. Hein. Et donc, ils ont frappé fort. Alors, nous, c'est vrai que le film de Basile est très intéressant puisqu'on nous voit dans les beaux quartiers, dans des face-à-face improbables qui n'ont jamais été photographiés autrement que par Basile Carré-Agostini, où on voit les Gilets jaunes avec leurs Gilets jaunes devant alors le même restaurant de l'avenue où étaient les jeunes dont on a parlé. Face à des grands bourgeois, alors c'était le samedi ou le dimanche, en grande tenue de bourgeoisie, puisqu'ils allaient manger ensemble au restaurant. Et le face-à-face n'a pas été violent, mais ça a été un face-à-face de classe qui était d'une puissance, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, d'une puissance incroyable. Et alors donc les Gilets jaunes, c'est pas nous qui allions à eux, c'est eux qui venaient à nous. Et du coup, on décryptait après ensemble, au point qu'ils viennent une fois à la maison pour que je leur explique comment passer à la télévision sans se faire toujours rabrouer, dénigrer, tu vois.
C'est vrai que cette scène-là où tu coaches un peu les gilets jaunes pour savoir comment ne pas trop se faire bouffer dans un espace où dans tous les cas ils sont invités pour se faire bouffer, c'est un peu ce que tu dis. Tu leur dis, on parle beaucoup du film parce que je l'ai vu il y a quelques jours et surtout il m'a beaucoup marqué. Je le trouve très très pur, très vrai, très dans le vrai quoi. Mais c'est vrai que tu leur dis de toute façon ils s'en fichent de votre souffrance. Ce qu'il faut c'est y aller en attaquant et pas en martyr. Oui. Pourquoi tu leur dis ça en combattant? Vous êtes des combattants, vous avez une conscience de classe, vous avez su construire ces ronds-points avec de la solidarité, de l'altérité et du partage. C'est quelque chose de ouf. Vous avez su investir les beaux quartiers. Vous êtes des combattants et vous n'allez pas accepter des invitations à BFM ou RMC ou je ne sais plus trop, tous les trucs en continu. Pour géniasser, vous devez montrer, vous avez une conscience de classe qui est puissante. Ce que vous faites, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, et donc voilà, tu as vu, ils avaient l'air contents. Enfin, ils étaient... Ouais, c'est important pour toi d'investir les espaces médiatiques en imposant son récit, même si cet espace médiatique-là n'est pas fait pour les classes populaires, les classes moyennes. Bien sûr. Bien sûr, oui, c'est très important de savoir d'arriver. C'est pas toujours facile parce qu'on te coupe la parole tout le temps. Et puis même, il y a des moments où c'est plus possible. Moi, tu vois, la dernière fois que je suis passée sur C'est à vous ou C'est 5, je ne sais pas, Acrimed a fait le décryptage de mon entretien au sujet du président des ultra-riches, c'était Macron. J'ai été coupée, je crois 55 fois. Oui, non, mais c'est ça, on peut même pas finir une phrase, ça y est, on est déjà coupé. Puis alors, ils s'organisent parce qu'ils sont nombreux, toi tu te retrouves toute seule, et puis à tour de rôle, ils te coupent la parole, et puis voilà, à la fin, t'as pas pu dire grand-chose, quoi. Parce que toi, donc, tu travailles sur les gens, tu travailles sur la lutte, etc., sur les riches, mais tu as pu quand même voir comment ça se passait dans l'espace médiatique. Comment tu t'as apprivoisé, comment tu te sens par rapport à l'évolution là, du champ médiatique depuis 10-15 ans? On voit quand même une certaine radicalisation du côté des libéraux, du côté de l'extrême droite. Comment toi, tu le vois de ton côté? Même pour le dernier livre, les riches contre la planète, violence sur l'oligarchie et chaos climatique, je pense que j'ai été invitée, alors c'était super, France Inter, la Terre au carré, France Culture avec Hervé Kempf, donc j'étais pas toute seule. C5, j'étais aussi avec Hervé Kempf. Et puis, je pense que c'est tout. Après, le reste, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'était toujours sur les médias alternatifs. Ça n'était plus sur les médias qui ont construit notre notoriété. Avant, on passait de partout, puis à la télévision, dans des émissions, enfin, au Sénat, enfin, de partout, dans tout. On était vraiment hyper sollicités par les médias dominants. Et puis, ça s'est terminé avec le président des riches, là aussi. Ça a été instantané. Ah ouais. Pourquoi t'étais... ça y est, trop de gauche pour le mainstream, enfin, ça veut dire... Non, c'était parce que, à partir du moment où nous avons intégré le champ économique et le champ politique, donc tout s'est fermé. Donc, tous les médias dominants, tous les médias qui relayent le système capitaliste, bien entendu, ne nous ont plus contactés. Parce que toute cette mobilisation de cette petite oligarchie, à travers les cercles, à travers les rallyes, à travers toutes sortes d'institutions qui existent à l'échelle de la planète afin de bien coordonner la lutte de leurs intérêts de classe à l'échelle de la planète, ne tient qu'à un arbitraire absolu. C'est Bourdieu qui disait toujours ça, l'arbitraire est absolu et donc ils sont mobilisés, on pourrait dire 24 heures sur 24, toujours tous ensemble, pour masquer cet arbitraire. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils construisent, ils fabriquent des corps de classe à travers des éducations, à travers un habitus de classe bien codifié, bien contrôlé, avec les rallyes. On se tient bien droit, on fait beaucoup de sport, enfin, le front de tête est toujours bien dégagé, etc. On est mince, on se tient bien droit, je l'ai déjà dit. C'est symbolique, mais... Tu vois, ça permet, c'est quand même très astucieux, parce que d'une certaine manière, ça permet de transformer l'arbitraire de leurs privilèges en qualité innée. Les pauvres se disent, quand eux sont grossis à cause de la nourriture industrielle qui est moins chère que la nourriture bio, et qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport, et qu'ils ont des conditions de vie et de travail épouvantables, eh bien, ils
transforment, si tu veux, l'arbitraire absolu de leurs privilèges en qualité innée, en qualité naturelle. Nous sommes d'une essence, nous sommes d'une excellence supérieure. Et bon sang ne saurait mentir. Tes travaux, ton analyse, ton discours ne rentrent plus dans le champ médiatique. Tu es un peu trop en dehors. Ton discours te dérange et c'est pour ça que tu n'es plus dans les mainstream. Oui, c'est-à-dire qu'il est... Ça dérange de dire « Oh, il y a une autre voie possible. Oh, regardez. » Parce qu'en fait, des gens pourraient être quand même plutôt d'accord avec ton discours et c'est dangereux. Ah ben c'est très dangereux, bien sûr, c'est dangereux de contester le capitalisme, les capitalistes qui sont les premiers responsables du dérèglement climatique. Aujourd'hui, si tu veux, on est quand même à un rendez-vous historique avec l'avenir de l'humanité. Et donc, c'est tout à fait normal que les choses se tendent, Et d'ailleurs, qui a parlé en premier de la guerre de classe ? C'est le milliardaire Warren Buffett en 2005. Nous sommes passés de la lutte de classe à la guerre de classe. Et cette guerre de classe, c'est nous les riches qui la menons. Et c'est nous qui sommes en train de la gagner. Et chaque jour davantage, on lui donne raison. Il y a quelques semaines, on a reçu sur ce fauteuil-là, enfin à ton fauteuil, Philippe Poutou, c'est mon camarade Amin. Super, j'adore, alors je suis bien contente. C'est mon camarade Amin Snoussi qui l'a reçu, et Philippe Poutou, je vais le paraphraser, désolé, je ne suis pas hyper exact, mais il disait en gros, c'est bon, maintenant, on ne va pas faire une lutte assis, attendez-vous à ce qu'on soit un petit peu violent, parce que ce qu'on prend la violence en face, c'est encore pire, donc maintenant, il faut prendre un peu les armes, quoi. C'est un peu ce qu'il disait. Pas dans ces termes-là, parce qu'il pourrait avoir de gros soucis, vu comment maintenant les discours sont réprimés en France, mais comment tu réagis, toi, à toutes ces polémiques autour des casseurs, des blocs, etc. Est-ce que c'est une forme de contestation aussi d'être violent physiquement, en tout cas matériellement, sur des banques, sur des McDo ou des choses comme ça ? Comment tu vois l'utilisation de la violence dans la lutte, toi ? Bien, pour ça, j'ai une position. Là, j'exprimerai la position suivante. Moi, je dis toujours, c'est nous qui sommes les plus nombreux. Et c'est nous seuls qui faisons fonctionner l'économie réelle. C'est-à-dire que c'est nous qui nourrissons par notre travail les oligarques et les riches dont on parle, qui accumulent, eux, parce qu'ils ont les titres de propriété, qui spéculent et qu'ils contrôlent à peu près toute la mécanique oligarchique maintenant à l'échelle de la planète. Et donc, nous... ce n'est pas, je donne toujours cette maxime de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et nous n'osons pas accepter que nous sommes capables, que c'est nous qui faisons tout le boulot, et que donc ils ne sont rien, nous sommes tout. Et que du coup, c'est très facile, on décapite le capitalisme, si tu veux. On ouvre une perspective post-capitaliste, un nouveau récit, un nouvel imaginaire. Franchement, à côté du livre noir qu'il nous offre chaque jour davantage, c'est que du bonheur. Regarde, tu es pas malheureuse de travailler avec moi, là. Non, pas du tout. Moi, je suis heureuse. Ben voilà, c'est ça, les échanges, tout ça. Et alors, donc, après, pour répondre à la violence, donc moi, je pense que la violence n'est pas... si on est tous soudés, on devrait pouvoir ne pas être obligé d'être violent. Et puis, je dirais que chacun a aussi le droit de faire ce qu'il peut faire. Et tu vois, alors, je ne veux pas me donner en exemple, je veux simplement dire que justement, je ne suis pas un exemple. C'est-à-dire que je dis, je suis capable d'avoir travaillé comme une bête toute ma vie, de me lever à 5h du matin. Alors, je me couche tôt, ok, il ne faut pas que je fasse non plus. D'écrire avec mon mari, je ne sais pas, là, je dois en être à plus de 30 livres, faire des films, enfin, etc., dans les trains, les avions, même à l'échelle de la planète. On a voyagé au Japon, au Brésil, au Chili. Enfin, c'est dingue tout ce qu'on a fait. C'est dingue. Mais nous étions heureux de le faire. Nous étions capables de le faire. Nous n'étions pas courageux. Nous nous réalisions sur le plan existentiel et nous nous soignons sur le plan psychique, dans une cohérence qui est très importante, d'être en phase entre son combat et ce que l'on fait dans la vie, ce que l'on est profondément. Et donc, il y en a d'autres, au contraire, qui se réalisent précisément, qui ont besoin de la désobéissance civile, de la désobéissance, de faire des choses qui peuvent aboutir à des procès, alors que je ne suis pas... Alors, bien sûr, comme fille du procureur de la République, tu peux t'imaginer que je ne suis pas capable, parce que j'aurais bien trop peur de me faire engueuler.
Voilà, moi je trouve que chacun fait ce qu'il peut, là où il est, qu'il soit heureux. Mais après, il faut ces ces ponts, voilà. Oui. C'est tout le truc de la complémentarité de la lutte. Moi, je l'avais beaucoup vu dans la lutte contre les méga-bassines, par exemple, où il y avait des jeunes qui faisaient le cortège de tête pour repousser la police et dire « on veut passer », et donc du coup d'user de la violence. Bon, c'était plus de la réponse, parce que les premiers tirs étaient de la part de la police. Je le redis bien parce que j'y étais, je l'ai vu. Ouais. Mais donc vraiment de tirer des feux d'artifice, etc., des pierres pour repousser la police. Au milieu, il y avait plus des militants syndicaux, etc. Et derrière, il y avait, bon... C'était plus institutionnel, mais au moins ils étaient au Parlement ou ce genre de choses. Et bon, les débats sont intéressants parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord dans leur manière de lutter. Mais par contre, ce jour-là, c'était très pratique d'avoir toutes les formes de lutte pour avoir le même objectif commun. En fait, c'est un peu ça. C'était exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, voilà, il faut comprendre, notre force collective, respecter toujours nos différences. Il n'y a personne qui a raison, qui est plus fort que les autres. Il faut tous être toujours dans le partage et l'humilité, la solidarité, notre altérité, notre humanité, c'est notre force. Et avoir bien conscience de la réalité de la puissance nuisible du système capitaliste, qui a vraiment un système économique qui est basé entièrement sur la prédation. On a eu l'esclavage, le colonialisme, voilà. Et aujourd'hui, on est dans une forme d'évolution du système capitaliste qui est en train de détruire la planète. Il y a autre chose que la lutte quand même qui a marqué ta vie, on va en parler, c'est l'amour, même si tu en as parlé tout au fil rouge de cet entretien. Tu me disais, quand j'ai dit à mes camarades ou mes copines que j'allais travailler avec mon mari, on m'a dit « Oh là là, c'est la pire idée !» Et tu as dit qu'en fait, c'était la meilleure idée de ta vie. Ben oui, c'est vrai. Non, parce qu'elles m'ont dit, dans 6 mois, Monique, c'est sûr que tu divorces. Ça ne sera pas possible. Et puis, c'est pas ce qui s'est passé, mais parce que c'était à égalité. Ça peut pas être à égalité, je sais pas comment dire. On avait chacun nos défauts et nos qualités, mais il se trouve que c'était parfaitement complémentaire. Ce que je voulais pas faire, Michel adorait le faire, et vice versa. Donc franchement, ça pouvait pas mieux tomber. Et donc ça a été que du bonheur, mais on s'est aussi donné les moyens de ce bonheur en faisant des choses très chouettes, comme par exemple s'installer 15 jours au béguinage de Bruges avec les bonnes sœurs, avec tout ça. On allait même assister à la messe, c'était beau. Voilà, et puis c'était un endroit magnifique. Et à la fin, ils nous ont demandé, est-ce que vous pourriez nous faire une petite conférence sur le travail que vous avez fait pendant ces 15 jours? On leur a dit, mais il n'y a pas de problème, c'est avec beaucoup de plaisir. Et alors, elles étaient emballées et on a continué à échanger des lettres, je dirais, pendant 1 an ou 2. Ah oui. Donc, on se donnait des moyens aussi que ce soit pétillant, quoi. Ouais. Ce qui m'a marqué dans votre relation, c'est, même après des dizaines d'années communes, etc., il y avait beaucoup de tendresse, beaucoup de prendre soin l'un de l'autre aussi, de prendre soin de la relation, au-delà de toute la relation de travail. C'était ça aussi qui vous marquait, j'ai l'impression. Oui, je pense. Alors, par exemple, il y avait des fois où on pouvait se disputer devant le public. On était en conférence, en rencontre, et puis je ne sais pas, Michel, par exemple, quand c'était moi qui parlais, il s'endormait. Alors évidemment, c'était pas agréable. Alors je le mettais en scène. Je disais, non mais regardez-le, il dort, il m'écoute pas. Ou je lui disais, Michel, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Et puis lui, pareil, il était capable de dire, quand on est allé défendre, par exemple, Philippe Poutou, puisque tu me disais que j'étais dans le fauteuil où Philippe était là, qu'on est allé le défendre à Blanquefort avec tous les travailleurs de Ford, eh bien, là, Michel, il a dit, oui, elle fait sa maline parce qu'elle est bonne à l'oral, mais alors, je vous le dis, elle écrit comme une patate. Il y avait beaucoup d'humour, vous étiez très amis aussi, au-delà d'être amoureux, très amoureux, mais aussi très amis. Oui. C'est vraiment un binôme, c'est pour ça que ça a autant bien fonctionné aussi au niveau du travail. Oui. Et donc voilà, pourquoi on n'a pas fait école ? C'est essentiellement pour tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que d'une part, c'est une forme de désobéissance institutionnelle, et d'autre part, il faut que ce soit possible. Et là, nous, le miracle, c'est que c'était possible. Ça relève du miracle et aussi de la construction et de la volonté, quoi. Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison.
au tout début aussi, ça je l'ai lu dans un de vos livres, il me semble qu'il est juste derrière moi, vous aviez menti pour pouvoir ne pas être séparés, et du coup vous avez dû vous marier vite, il y a eu un truc pour... dès le début, on voit que vous ne voulez pas vous séparer, quoi. Oui, alors c'est parce que on était à la fois impertinents, désobéissants et donc amoureux. Et donc Michel, on vivait ensemble, et Michel me dit, voilà, ça y est, maintenant il faut que je parte faire mon service militaire, parce qu'il avait épuisé toutes les années, voilà. Et ça se passe en 66, et il m'apprend qu'il est nommé dans un collège Sigil Massa dans le désert du Maroc. Et voilà, alors je lui dis, écoute, je suis triste, mais alors, peut-être qu'on pourra continuer à vivre ensemble, à se retrouver, voilà. Alors il me dit, non. Alors je lui dis, c'est triste. Alors il me dit, non, parce que si tu veux, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour partir tout seul, j'ai envie qu'on parte tous les deux. Alors je suis un peu interloquée parce que je vois pas très bien comment il va résoudre le problème. Et c'est là qu'il me dit, je me suis renseignée. Comme toi, tu es prof, j'étais maîtresse auxiliaire dans le bassin minier. Donc j'avais fait de l'enseignement. J'étais en train de faire de l'enseignement au moment où se passe ce que je suis en train de te dire. Et il me dit, je me suis renseignée. Tu pourrais avoir un poste dans le même collège que moi. Tu ferais le transfert, tu quitterais ton collège de Oisier et puis tu reviendras avec moi. Mais il faut qu'on soit mariés. Le mariage est obligatoire parce que voilà, j'étais trop jeune. Enfin bref, je ne me rappelle plus pourquoi il m'a dit il faut être marié. Alors, alors je lui dis alors je vais remplir parce qu'on était tous les deux contre le mariage. Ça, franchement, c'était voilà. Alors il me dit je t'ai pris un formulaire. Tu vas le remplir, tu vas dire qu'on va se marier, je fais la même chose de mon côté, et puis voilà. Et puis voilà, puis comme un couple totalement insouciant, les mois ont passé, on est parti en vacances, donc on devait prendre nos postes pour le mois de septembre, pour le 15 septembre exactement, 1967. On part en vacances, on rentre le 30 août. Et là, le 30 août, j'arrive chez moi, chez mes parents, pour récupérer mes affaires. Et puis, il y a un mot du commissaire de police de Tourcoing, qui, dans le courrier, qui dit Monique Charlot, vous devez venir me voir le plus vite possible. C'est impératif et important. Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? C'est pas possible. Et donc, Michel repart, lui, dans les Ardennes. Le lendemain, donc, je vais au commissariat de police de Tourcoing. Et là, il me dit, donc, tout de suite, on me dit, oui, monsieur le commissaire vous attend. Et il me dit, vous savez, c'est bien parce que votre père est procureur de la République et avocat général à la Cour de sûreté de l'État que je me suis permis de vous convoquer. Parce que vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas partir. Vous avez dit que vous alliez vous marier. Et pour moi, sauf si je me suis trompée, j'ai bien surveillé les bancs de mariage à Mouveau, là où habitent vos parents, où vous devez vous marier. Il n'y a toujours pas de banc de mariage publié. Ah oui, votre filouterie a été découverte. Voilà. Alors il dit, je suis sympa, parce que je sais qu'il y a 10 jours pour les bancs. Et donc, ça vous permet quand même d'aller prendre au Maroc votre poste le 15 septembre. Mais alors là, c'était panique à bâbord. Mes parents qui n'étaient pas au courant, les parents de Michel qui n'étaient pas au courant. Voilà. Et puis, on s'est mariés dans des conditions totalement rock'n'roll et vraiment rocambolesques, dans l'union de deux familles qui étaient tellement différentes sur le plan sociologique. Alors, je ne dirais pas que tout s'est bien passé, mais en tout cas, ça s'est passé. C'était à votre image, quoi. Un peu rock'n'roll. Voilà. Et puis, nous sommes partis, alors vraiment, comme deux gosses, mais vraiment fous de joie. Fous de joie. Ah oui, franchement. On était fous de joie que ça se soit passé et que du coup, sinon, si je ne l'avais pas fait, j'aurais été arrêtée à la frontière entre la France et l'Espagne. Et là, j'aurais pas pu passer parce qu'au Maroc, une femme ne pouvait, à cette époque-là, pas enseigner si elle avait moins de 25 ans. Ah, d'accord. Et j'avais 21 ans, puisque mon père voulait pas que je me marie. De toute façon, il était opposé jusqu'à mes 21 ans. Donc, j'ai attendu d'avoir 21 ans. Et donc, vous êtes partis ensemble et vous n'êtes plus jamais quittés, quoi. C'est quoi un peu le secret ? Parce que moi, ma génération, sur les relations amoureuses, c'est quand même compliqué. C'est quoi un peu le secret pour jamais se fatiguer comme ça ? Est-ce que, tu le disais, est-ce que tu es tombé sur un miracle et tu as rencontré l'amour de ta vie, etc. Ou
parce que vous travaillez aussi ensemble. Il y a eu un truc de on se fatigue jamais, on est un binôme et ça roule, quoi. Oui, tu vois, on a commencé, donc on était dans le même lycée pour le Maroc. Voilà, on est resté 2 ans. Et c'est là qu'on a fait on a voulu faire notre petit Bourdieu, c'est-à-dire aller faire de la sociologie chez les Berbères du désert. Et puis, pendant 2 ans, on a travaillé, on a fait notre maîtrise, comme ça, par correspondance. Et puis, après, on n'a pas rempilé, parce que beaucoup de Français qui travaillaient là-bas, on était bien payés et on dépensait très peu. Du coup, il y avait un côté un peu rentable. Et puis, c'était quand même un pays qui était agréable, disons, pour ceux qui avaient un peu d'argent. Hein, c'était assez agréable. Et donc on est rentré, et là on s'est installé à Paris. On s'est arrêté de travailler pendant 1 an avec les économies qu'on avait fait au Maroc, et on a soutenu notre maîtrise sur donc les fonctions de classe de la culture française dans le Maroc indépendant, tu vois, le néocolonialisme. Et puis à partir de là, on est allé chercher du travail chacun de notre côté, parce que moi j'ai dit à Michel, moi j'essaye de me placer moi, et puis toi tu essayes de te placer toi. Et Michel, il est rentré le premier soir, il a dit non, je suis pas d'accord, et donc moi je t'ai placé. Et j'ai fait une démarche et ça a marché, et avec toi. Et c'était un laboratoire de recherche pour lequel il avait travaillé pour faire des vacations pendant ses études, et il a posé comme condition que je sois embauchée comme lui. Et nous n'avons jamais quitté ce laboratoire 37 ans d'affilée. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis en plus, encore plus à l'époque, mais moi je parle aussi de mon époque. Parce que tu n'étais même pas en projet quand je te parle de... Ah bah non, moi je suis née en 98. Donc, ah oui, non, alors... Donc, mais tu as aussi réussi le truc de pas être la femme d'eux. C'était important pour toi, que tu disais, moi j'ai tout de suite combattu le patriarcat, etc. C'est important aussi en termes d'émancipation et de développement de soi d'avoir une très belle histoire d'amour comme ça, un duo très fort, mais aussi ne pas être la femme d'eux. Tu es Monique Pinson-Charlot, quoi. Oui, et puis Michel, il était Michel Pinson. Hein, c'était assez... on était complémentaires. On acceptait nos différences, on acceptait nos défauts. Il y en avait... mais c'était quand je dis on était 2 boiteux mais pas de la même jambe, c'est-à-dire que tout était comme ça. Mes défauts, Michel les avait pas. Mes qualités, Michel les avait pas. Donc c'était parfait. Ouais. Oui, parce que tu disais, oui, le piège, c'est que, au début, le piège, c'était que soit c'est la femme qui fait rien et le monsieur, ou le monsieur qui fait rien, etc. Tu disais la peur du CNRS sur les couples. Mais est-ce que même médiatiquement ou dans tous les travaux que tu as faits, il n'y a pas eu ce truc de faire la différence entre l'homme et la femme? Ah si, de fait, ça... On sait qu'on vit toujours une infériorisation par rapport à l'homme, quoi. Non, alors là, c'était toujours partagé. Okay. Tu vois, c'était Michel qui avait vraiment une plume d'écrivain. Hein, vraiment, tu vois, dès le premier livre, les gens qui étaient dans notre livre nous ont tout de suite félicités pour la qualité de l'écriture, une écriture littéraire et sociologique. Donc, en disant que justement, ça participait, si tu veux, de la légitimation du travail sociologique dans lequel ils étaient omniprésents, puisqu'ils étaient l'objet et le sujet de la recherche. Et puis, moi, j'étais plus à l'aise. Michel était beaucoup plus timide à l'oral. Et moi, j'étais aussi timide, mais j'arrivais quand même. Mais Michel, quelquefois, ça pouvait être... Mais alors, on s'est aussi donné les moyens. Le CNRS nous a aidés. Par exemple, tu vois, on a fait une semaine en 1995, une semaine à l'école de journalisme de la rue du Louvre à Paris, où on était pris en charge avec 3 autres chercheurs. Je crois qu'on était 5. On se connaissait du même institut de recherche. Et on nous a formés à passer à la télévision, on nous a formés à expliquer notre travail de chercheurs à différentes populations qui étaient mimées par des acteurs, tu vois. On nous a appris à respirer, enfin tout ça. Donc on s'est donné aussi les moyens d'arriver à s'améliorer l'un et l'autre dans ce qui était la faiblesse de l'un, la force de l'autre, et vice-versa.
Et tu disais tout à l'heure que travailler ensemble, ça vous avait plus rapproché qu'autre chose. Moi, je sais que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu me montrais des photos de toi et Michel dans les parties de chasse à courre en disant bon, allez, où tu disais il me tirait pour que je continue à marcher ou inversement, etc. Ça a été aussi une force en fait de travailler ensemble parce que c'est vrai que les parties de chasse à courre, c'est fatigant, faut marcher longtemps. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de rires aussi qui ont été partagés dans ce travail-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il pleuvait des cordes tout au début, moi, je me disais, mais je ne peux pas rester comme ça une journée complète sur des vélos tout-terrain, dans la boue, le froid et tout ça. Et c'est là que Michel me disait, tu sais, si on veut vraiment faire un travail important pour comprendre comment c'est possible qu'ils arrivent à imposer un rapport de classe qui est reproduit depuis l'Ancien Régime, reproduit 2 fois par semaine dans toutes les forêts domaniales de France, pendant 6 mois. Ce rapport de classe avec des tenues inchangées, avec des techniques synégétiques identiques, avec une volonté de passer du temps à cette pratique synégétique dans un entre-soi. C'est ça qui est le plus important dans l'histoire, c'est l'entre-soi, c'est partager la forêt, partager ces moments, pour arriver à bien comprendre le sens des musiques, des fanfares, tous les rituels. Il faut qu'on soit reconnu comme courageux. Tu disais, on se trouvait soit un petit peu étranger à tout ça, ou alors ça fait raconter des anecdotes. Enfin, il y a un truc vraiment d'expérience de vie, quoi, en fait. Oui, je te dis, on était comme 2 gosses on découvrait vraiment un autre monde, et un autre monde dans lequel nous étions concernés indirectement dans les conséquences du fonctionnement de cette classe sociale hautement prédatrice. Donc c'était parfait, quoi. Puis on voit que la politique, ça vous a vraiment habité, parce que même, là je repense au documentaire, mais même le soir dans le lit, ça débriefe un peu de la politique, ça dit oh là là, mais je suis un peu inquiète là pour les jeunes, ou des trucs comme ça. Enfin, ça habitait un peu tout, quoi. C'était aussi parce qu'on était filmés. C'était notre passion à tous les deux, c'était notre vie, c'était notre épanouissement. Et ça nous permettait, si tu veux, de contrôler tout ce qu'il y a de négatif chez l'un et l'autre. Tu vois, c'est normal. On est tous les êtres humains, personne n'est parfait. Et ça nous permettait de poursuivre le chemin du bonheur, vraiment du bonheur, de l'amour, du partage, et d'arriver en tout cas à le transmettre à travers nos livres, à travers tout ce qu'on a fait, quoi. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends beaucoup de chez toi, c'est que le but dans tout ça, au final, c'est d'être heureux et de s'aimer. Quelle que soit la forme d'amour, il y a plein de formes d'amour, mais à chaque fois, je t'entends beaucoup dire la lutte, la révolution, etc. On entend beaucoup aussi révolution, mais tu disais, le but, finalement, dans tout ça, c'est d'être heureux, quoi. Oui, mais si tu peux faire, tu fais tout en même temps. Ouais. Je veux dire, c'était une forme de résistance, de lutte, de courage, de dévoiler. C'est ça le rôle de la sociologie, de dévoiler tout ce qui est caché, tout ce qui est secret fiscal, défense, secret des affaires, de comprendre comment était-il possible que eux arrivent à être solidaires comme ils sont solidaires entre eux, comment ça fonctionnait, tout ça. C'est libérateur, mais tu peux même pas imaginer. Et ce qui nous a libérés peut libérer tous les peuples du monde. Je disais ça dans le sens où des fois, système capitaliste. On oublie que la volonté de renverser le capitalisme, c'est finalement pour être heureux. C'est quelque chose qui est important de se rappeler quand même. C'est vital. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut être heureux dans la lutte. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut être heureux. Tu vois, même les gilets jaunes sur les ronds-points, mais ça n'était que de la joie. C'était incroyable, de solidarité, de générosité, de joie, de musique, d'échange. Et c'est pareil dans toutes les rencontres que je fais, c'est toujours... c'est pas moi qui les organise, je veux dire, les organisateurs organisent des moments festifs liés à la rencontre elle-même, pour justement, quand on a tous le même objectif, cette émancipation collectivement partagée. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu te dirais révolutionnaire ? Moi, je me dis rien du tout. Parce qu'on t'entend beaucoup dire le mot révolution. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats là-dessus à gauche sur oui, mais la révolution, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais il faut finir les fins de mois. Oui, mais par exemple, si on fait des grosses grèves et tout. Alors, là, d'abord, je suis pas sûre que j'emploie
En tout cas, aujourd'hui, le terme de révolution, ça, quand j'étais plus jeune, je suis d'accord que je devais pouvoir dire ça. Non, maintenant, je parle d'un nouveau récit, d'un nouvel imaginaire, de toute façon, qui est déjà là. C'est-à-dire que ce que je montre bien dans les rencontres, et qu'on montrait aussi Michel et moi, c'est qu'il y a plein de réseaux de solidarité, plein de choses qui se passent dans toute la France et de partout dans le monde, qui sont déjà des formes de socialisme, de communisme, un récit en tout cas basé non sur la prédation, mais sur la solidarité et le partage. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le rapport à l'habitat, que ce soit dans le rapport au travail. Et quelquefois, c'est des endroits entiers en France qui fonctionnent déjà de façon non capitaliste. Et tout ça, s'il y a des gens qui, comme moi, essayent, et je ne suis pas toute seule, hein, de coordonner, de faire des ponts, eh ben, on va vite s'apercevoir que les divisions que nous imposent les partis politiques ou les syndicats, qui ne sont pas toujours capables de créer des ponts durables, parce qu'il y a trop de concurrence et de choses qui relèvent encore du système capitaliste, eh bien, il y en a d'autres qui sont en train de dévider l'État de l'intérieur. Au fond, toute cette perspective dont on a parlé depuis le début de cet entretien, c'est déjà là. C'est déjà là. Et donc ça doit nous donner beaucoup de courage, beaucoup de force et beaucoup de confiance en nous. Et en plus, quand ça se passe dans la joie, quand ça se passe dans la joie, alors que la vie quotidienne même de moi, de tout le monde, elle est pas drôle, avec le poids des multinationales numériques, avec ce contrôle permanent avec nos portables, avec tous ces burn-out, tous les jeunes qui sont en détresse psychique. Je te dis, quand les partis politiques de gauche notamment sont divisés, c'est juste pas possible. Voilà. Mais voilà, on essaye, on n'attend pas un grand soir, on n'attend pas ni un chef ni un grand soir. La politique, c'est un bien commun, elle nous appartient à tous. Et pour moi, on ne doit pas faire carrière en politique, on doit tous pouvoir s'emparer du politique dans nos vies et dans aussi les prises de responsabilité. Tu me disais en arrivant, je viens à peine d'avoir 80 ans, là, il y a 2 jours. Alors, à l'heure où on tourne, pas à l'heure où c'est diffusé. Oui. Et j'ai l'impression que cet échange a été quand même une transmission, parce que moi, j'ai 27 ans. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, c'est un peu la question bateau, mais qu'est-ce que tu dirais aux jeunes aujourd'hui, justement, qui se prennent tous ces coups d'actualité, qui essayent de lutter quand même? Nous, aux médias, on est quand même pas mal de jeunes qui essayons de mettre un autre système en place médiatique. On essaye de construire une télé, donc c'est un projet un peu fou. Et la moyenne d'âge ici, c'est 25-30 ans. Donc c'est un peu fou qu'on ait tout ça dans les mains. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces jeunes-là qui essayent de faire quelque chose dans un monde avec des murs quand même qui sont très très hauts à côté de nous? Ben oui, mais c'est super. C'est ce que j'appelle, c'est déjà là. Tu vois, et c'est toujours ce qui est important, ce que vous faites aux médias, c'est très important, mais vous n'êtes pas en concurrence, si tu veux, avec d'autres médias alternatifs. Tu vois, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des ponts qui se créent. Alors, qu'est-ce que je dirais? Par exemple, Acrimed est un des ponts qui se crée, qui analyse un petit peu tout ce qui se passe au niveau des médias dominants et certainement alternatifs. C'est une association finalement aussi alternative, en tout cas qui évalue les dégâts des médias dominants. Chacun doit faire ce qu'il a envie de faire, que ce soit dans l'art, la sociologie, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le journalisme, dans l'agriculture. Rien ne s'oppose, tout doit se coordonner afin que nous puissions créer véritablement cette altérité, cette humanité qui est la seule raison de notre passage éphémère sur cette terre, franchement. On va terminer l'échange malheureusement, mais pour te donner le mot de la fin, est-ce que, y a un mot qu'on n'a pas encore dit ici, est-ce que tu es fier du parcours que tu as construit et transmis tout au long de ta carrière? Alors c'est pas le mot fier qui me viendrait, je dirais je suis profondément heureuse.
mais vraiment profondément heureuse. Heureuse et amoureuse, quoi. Amoureuse de mon mari, amoureuse de la vie, amoureuse de mon fils, de mon petit-fils, aimante, quoi. Aimante profondément. Donc, épanouie, alors que je l'ai pas été, voilà. Donc on retient bonheur et amour, quoi. Oui, c'est ça, si tu veux. C'est beau ? Oui, c'est beau. Ce sera le mot de la fin. Super. Merci beaucoup, Merci Monique, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien du fauteuil. Et on vous le rappelle, votre soutien aux médias est indéniable et indispensable pour continuer à faire vivre ce projet fou qui est de faire une télé alternative. Merci à vous et à très vite.